Sylmar Autoville, votre détaillant de pneus, vos véhicules classiques et antiques, vous souhaite un bon balado. Consultez leur site web au www.sylmar.ca. Roule ton passé au présent. Dawson, en fait, il a toujours considéré que les Expos accordaient un traitement de faveur à Gary Carter. Et ça, Dawson ne l'a jamais accepté. Moi, là, j'ai grandi avec Dawson Carter Reigns. Ben oui, il était un voltigeur en plus. Puis, je suis devenu un voltigeur de centre. Bon. Je me souviens lorsque je me faisais courtiser, entre guillemets, là, par quelques équipes, puis je prenais des lancers du champ extérieur, puis on me disait, t'as le même bras que Dawson au même âge. Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! Le balado Côte complet est présenté par Don Match à Boucherville et au Saguenay. Votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Husereau et Mark Griffin. Bienvenue à Compte complet. Nous sommes à la mi-mars, en plein milieu des camps d'entraînement. La Classique mondiale est en marche. Alain Husereau en compagnie de Mark Griffin. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous aimerons vous remercier d'être parmi nous, de nous regarder, de nous écouter, de nous suivre. Selon la plupart des indicateurs reconnus sur le web, Compte complet est le balado francophone numéro 1. Je pense qu'il n'y a pas de mots pour vous remercier suffisamment. On a travaillé fort, moi et Marc, depuis plusieurs années pour rétablir notre marque. On essaie d'être pertinent, on essaie d'être divertissant. Je pense que ça a été bien réussi. Marc nous amène son expertise, toujours à point. Marc, je pense que oui, c'est le fruit d'un grand travail, mais également, faut bien dire, là, de la curiosité des gens qui nous regardent aussi. Ben oui, absolument. Tu sais, puis Alain, tout ton côté historique de tes anecdotes, je pense qu'on se complète très bien. Et Martin qui nous appuie derrière avec tout ça. Donc, on fait une belle équipe. Puis on remercie les gens qui continuent sans cesse de nous suivre, puis qui nous écrivent. Puis vraiment, ben c'est pour vous qu'on le fait aussi. Hein, fait que c'est très, très apprécié. Oui, et pour que les gens continuent de nous regarder, Marc, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec l'alignement partant, qui est une présentation de Lester. C'est le choix numéro 1 des amateurs de baseball et des casse-croûtes depuis 1931 au stade, entre amis ou à l'extérieur. Rien ne bat le goût authentique du smoke meat de Lester. Donc, on va parler évidemment de la Classique mondiale. Il en sera grandement question. On va parler des Blue Jays de Toronto aussi. Sujet qu'on aurait peut-être voulu éviter, la fameuse casquette d'André Dawson. Il y a eu beaucoup de commentaires là-dessus. Et on va parler de technologie, des frappeurs maintenant qui ont des outils qu'on n'avait pas auparavant. Et on va parler également de... Écoute Marc, on va parler plus spécifiquement des États-Unis dans le cadre de la Classique mondiale, de la façon que c'est géré. Peut-être qu'on pourrait s'améliorer de ce côté-là. La Classique mondiale, Marc, on va parler d'abord de l'équipe canadienne. Ils se sont bien battus dans un match contre les Américains. On ne donnait pas grand chance au Canada. Finalement, on s'est retrouvé à avoir non seulement un match, mais le Canada a donné la frousse aux Américains. Là, et c'est un peu dommage parce qu'on avait les Américains dans les câbles à un moment donné, puis tu as regardé le match, tu avais la situation rêvée, tu avais tes frappeurs 2, 3 et 4, et le point égalisateur en position de marquer. C'est là où le match s'est joué. Ouais. Ouais, puis tu sais, fallait mettre des balles en jeu, Alain. Là-dessus, là, fallait mettre des balles en jeu. Écoute, même les Américains concédaient le point. Fait que si Naylor frappe un simple roulant au deuxième, facile à dire, là. Ben, un simple roulant au deuxième, c'est un point qui marque, t'as un coureur au troisième avec un retrait, t'as Tyler O'Neill qui s'amène. Il y avait des chances. Et puis, dans le fond, tout ce qu'on souhaitait pour le Canada, c'est qu'il soit compétitif. Ils l'ont été. Tu sais, Mike Soroka a été très, très bon d'entrée de jeu. Ben, il a accordé un but sur balle au premier frappeur. Ça a coûté un point, mais je veux dire, il a quand même limité. Puis, tu sais, t'affrontes les... Tu sais, un après l'autre, là, c'est fatigant, là. Tu sais, t'as Harper, puis Schwarber, puis Aaron Judge auparavant. Puis, peu importe qui est là, je veux dire... non, le Canada a fait belle figure. Moi, je trouve que... Tu sais, c'est du bon baseball. Oui, il y a eu une erreur. Bon, Taureau qui a plongé. Puis ça fait partie du jeu. Tu sais, ça fait partie du jeu. Ouais. Mais pour que le Canada puisse
passer, par exemple, éventuellement à l'autre étape, il faut jouer un match le plus proprement possible. Il faut pas faire d'erreur, tu sais, le fameux baseball de situation, on parle souvent en saison, Alain, il faut l'appliquer, il faut que ça soit ça. Mais écoute, on a vu des belles choses. Matt Wilkinson, qui est un jeune, a été très, très bon face à des frappeurs du baseball majeur. Lui, il n'avait jamais lancé plus que du Hofford. Il arrive là, il fait le travail. J'ai bien aimé ce que j'ai vu d'Antoine Jean. Il n'a pas lancé une tonne, mais lorsqu'il a lancé, il a bien fait. Ouais. Il y a un bel avenir. Owen Casey a été très, très bon, Alain, dans cette classique-là. Fait que je trouve que le baseball canadien s'en va à bonne place, Alain, puis je suis pas surpris parce que il y en a pas mal des joueurs de balle maintenant au Canada. Et pas juste au Québec. Là. Au Canada, il y en a pas mal. Ça s'en vient. Puis je regarde la prochaine cuvée, là, que ce soit les Charles Davalant, les Émilien Pitre, ces gars-là vont grandir dans le réseau de filiales. Je pense qu'il y a une belle relève qui s'en vient aussi pour le Canada. Donc ça, c'est très, très encourageant là, pour la suite des choses. Très motivant, certes, pour tous les programmes, parce qu'il y en a des programmes partout au Canada. Il y en a des joueurs qui veulent jouer. Il y en a une tonne qui sont dans les collèges américains présentement. Fait que, d'aller représenter ton pays, on va en reparler un petit peu plus tard, Alain, mais il y a quelque chose de spécial. Cette classique mondiale-là nous prouve une chose, c'est que il y a de l'émotion lorsque tu représentes ton pays. Il y a quelque chose de plus. Puis ça a été tellement bon jusqu'ici pour le baseball. Absolument. Et juste souligner, tu as parlé d'Owen Casey. Moi, ça a été la révélation de ce tournoi. C'est un ancien choix de première ronde. Il a connu une très, très bonne saison dans les mineurs l'année passée. Passé des Cubs aux Marlins. Une grosse transaction pour Edouard Cabrera. Lui a gagné des points. Ça, c'est clair. Puis Abraham Taureau, la même chose. Lui qui n'était pas assuré d'un poste avec les Royals. Je ne sais pas si les Royals ont noté ce qui s'est passé. La balle qu'il a frappée à Porto Rico, Marc, on cherche encore la balle là, présentement. Là. Ça a franchi des estrades, c'est juste te dire. Là, il a vraiment contribué à l'attaque. Parmi les autres, Édouard Julien, ça a été difficile à l'attaque pour Édouard. Lopez a fait ce qu'il avait à faire. Il a été très, très bon en défense. Je pense qu'on comprend pourquoi il y a 2 ans, il a dominé les Marlins pour le WAR. Ce que j'aimerais de sa part, s'il veut monter un petit peu, Marc, un peu plus de discipline au bâton, mais c'est déjà un actif. Oui, non, tu as raison. Tu as raison, un peu plus de discipline. Edouard a pas mal mieux terminé la classique qu'il l'a amorcé. Je pense qu'il a trouvé un petit peu ses repères à la fin, mais il faut éviter les retraits sur des prises dans le cas d'Edouard. Il faut mettre des balles un peu plus en jeu. Toujours un bon œil au bâton, mais à un moment donné, il va falloir passer des balles un petit peu plus en jeu. Mais en général, j'ai beaucoup effectivement aimé ce qu'Abraham Taureau a fait. Et Otto Lopez. Moi, je pense qu'on mésestime ce gars-là en défense. Son bras est pas mal plus puissant que parfois. C'est pas un physique imposant, Otto Lopez, mais c'est un joueur de balle. C'est ça. Oh oui, absolument. Marc, le match le plus attendu du tournoi, c'est le duel États-Unis-République dominicaine. On aurait voulu voir ce duel-là en finale. On l'a eu quand même en demi-finale. On n'a pas été déçus. C'était un match de très, très grande qualité. Remporté par la République dominicaine 2-1. Ça me faisait penser un peu au match Canada-États-Unis. La République dominicaine qui a eu beaucoup de coureurs sur les sentiers contre Paul Skeens. On a marqué qu'un seul point, des 3 points des circuits en solo. Il y a une décision qu'on n'a pas prise. La République dominicaine, Marc, je ne sais pas si tu vas penser la même chose que moi. Ah oui, je suis sûr. Je me demande pourquoi on n'a pas remplacé Austin Wells au 2e but comme frappeur suppléant, comme coureur. Écoute, en direct, je me posais la question, parce que là, je veux dire, tu sais que c'est le genre de match qui n'aura pas beaucoup de points. T'es rendu dans le dernier tiers du match. Je sais qu'Austin Wells est pas lent comme receveur. Okay? C'est pas les receveurs, on considère que c'est des coureurs qui sont lents. Il est pas lent. Mais ici, là, dans le cas qu'on précise, premièrement, il fallait un coureur suppléant pour plusieurs raisons. Oui, la vitesse, mais Alain, la lecture du jeu comme coureur. Et c'est là qu'a été le grand problème de la part de Wells. La balle est frappée là, par Perdomo. Là. Je veux dire, t'es coureur au 2e, c'est un changement de vitesse parce que tu vois que Perdomo est un petit peu hors d'équilibre. Mais si tu regardes où sont placés les voltigeurs avant, là, d'aucune manière, cette balle-là peut être saisie au moment que ça a été frappé. Là. Et là, son hésitation à pivoter pour voir où la balle a forcé l'instructeur au 3e à l'arrêter.
Mais, tu sais, fait qu'il y a eu, selon moi, deux erreurs là-dessus. Un, c'est d'avoir laissé Wells, comme tu as mentionné. Moi, je pense qu'il fallait vraiment aller chercher un coureur suppléant, surtout on l'a utilisé un frappeur suppléant à sa place en 9e. Ouais. Mais deux, Alain, la lecture, puis l'importance des coureurs lorsque tu arrives au 2e, surtout tu es en position de marquer, entre chaque lancer, il faut que tu regardes où sont les voltigeurs pour avoir le meilleur départ possible, puis surtout dans une situation où tu es dans un championnat, puis dans le dernier tiers du match. C'est ça. Fait que moi qu'on ne l'ait pas envoyé au départ, parce que tu sais, la caméra ne l'a pas montré, mais qu'ils ne l'ont pas envoyé, je disais, ben voyons, il faut l'envoyer. Et là, ben, à la reprise, tu vois que il n'y a pas eu de départ. Donc, si on avait, je sais pas si quelqu'un a posé la question à Albert Pujols après le match, mais c'était effectivement la question. Puis Alain, pour revenir à ce duel-là, écoute, combien de joueurs dans les deux équipes vont être au Temple de la Renommée plus tard? C'est un des grands matchs là, qu'on a vu, là, dans le sens que combien de joueurs étoiles qui sont là-dedans. Puis, je veux dire, puis ça n'a pas été décevant. La seule chose qui a été décevante, c'est peut-être la décision de l'arbitre sur Perdomo qui a donné une 3e prise, alors que quelle présence au bâton de Perdomo qui je veux dire, qui se bat, puis finalement, une superbe lecture de la balle cassante, puis il se fait retirer sur des prises. Vivement la zone de prise électronique, mais bon, regarde, qu'est-ce que tu veux? Il ne faisait pas partie de la classique, mais vraiment un très, très bon match de balle. On va parler brièvement du Venezuela qui est en demi-finale. On a sorti les champions en titre, le Japon. Japon qui a montré des signes de vulnérabilité. Je vais appeler ça comme ça là, pendant le tournoi, mais ce serait ne pas donner assez de crédit au Venezuela. Puis la remarque que je te faisais, Marc, si Jackson Chourio frappe 9e, c'est parce que tu as une sacrée bonne équipe. Ben moi, je trouve que c'est un peu un coup de cœur, hein, l'équipe du Venezuela. Hey, premièrement, il y a du talent. Puis, on en a parlé un petit peu, mais tu sais, moi, je trouve l'émotion, l'esprit d'équipe, il y a quelque chose là, qui est très, très fort. Puis, ça apparaît avec cette équipe-là. Je veux dire, on semble vraiment une des équipes les plus unies. Là. Puis, tu sais, on est très démonstratif. Il y a des gens qui disent trop démonstratif. Moi, je trouve pas. Donc, le baseball, parfois, manque un petit peu d'émotion. Puis là, tu sais, on accueille tu vois ça dans le Pee-Wee, puis dans le 15U, où que le gars frappe un circuit, puis tu l'accueilles quasiment au marbre en équipe, là. Ben, on en a vu ça à la classique mondiale. Là. Souvent, tu attends que le frappeur qui a frappé le circuit se rende à l'abri. Mais là, non, on s'en va tout l'accueillir. Ben, moi, je trouve ça le fun. Je trouve ça rafraîchissant. C'est bon pour le baseball. C'est bon de vendre le baseball de la sorte. Puis le Venezuela, Steph fait partie des... Puis tu sais, Alain, tu regardes de 1 à 9, là, c'est une sacrée bonne équipe. Là. Faut-tu être si surpris que ça qu'ils ont battu le Japon? Ben, c'est ça. C'est au monticule que ça se passe, eux autres. En tout cas, moi je trouve que chapeau. Puis tu as raison, on disait que le Japon, tu sais, le Japon, Alain, ça n'a pas été de tout repos de passer à la ronde à la ronde suivante. C'est ça. Fait que c'est très bon pour le baseball de voir des pays comme l'Italie et le Venezuela qui se retrouvent dans le carré d'as. C'est superbe. Là. Absolument. Je suis bien d'accord. Déception pour le Japon. Et je veux un mot sur Cuba. C'est désolant de voir ce qu'on a vu de l'équipe cubaine. Marc, tu as joué contre Cuba à l'époque où cette équipe-là était la référence au niveau international. Puis c'était une machine qui était superbement rodée. C'est pas une équipe qui se battait toute seule. Et là, on a vu, écoute Marc, c'est des erreurs. Les erreurs font partie du jeu, mais là, des erreurs de communication qu'on ne voyait pas. Des joueurs en méforme, on ne voyait pas ça non plus. Et moi, je retiens les propos du gérant qui a dit on a fait ce qu'on a pu avec les effectifs qu'on avait. Je pense que ça en disait. Oui. Mais je pense que c'est difficile présentement à Cuba, Alain, pour toutes les raisons qu'on connaît. Là, les joueurs ne semblaient pas là du tout. Je veux dire, c'est carrément là, un niveau de jeu qu'on n'a jamais vu de la part de Cuba. Est-ce que c'est le manque de concentration? Est-ce qu'on avait la tête ailleurs? Est-ce que il y a toutes sortes de raisons là, derrière ça. Je veux pas excuser, mais effectivement, Cuba ne ressemblait pas du tout à la puissance. C'est sûr qu'à mon époque, les gars n'allaient pas dans le baseball majeur ou très peu. C'est ça. Là, tu avais une équipe pratiquement étoile, alors que nous, on était du baseball amateur. Fait que je me souviens, moi, à l'époque, là, je parle, on remonte là, des 86, 87, 88. Là, je veux dire, ce qu'on voulait pas, nous autres, on savait qu'on allait perdre. C'était même pas une question.
On est capable de jouer les 9 manches pour pas être ce qu'on appelle le mercy rule là, de 10 points de différence après 7. C'était ça notre objectif, c'est de jouer les 9 manches. Alors qu'aujourd'hui, bien évidemment, ça a bien changé. Oui, effectivement. Bon, on verra. Il reste encore quelques matchs à disputer dans cette classique. On peut dire que ça a été encore une fois un grand succès. On a ça, ce qui va arriver là, dans les 2 derniers matchs de ce tournoi. C'est le temps de la question de la semaine. Vous avez envie d'une bonne pizza? Ben, je vous invite à penser à Crabtree Pizzeria. C'est une institution depuis 54 ans dans l'Anaudière. Pour découvrir nos 5 succursales, consultez crabtreepizzeria.com. Qu'est-ce que vous avez apprécié de la classique mondiale? Il y a un choix de réponse. Ça peut être le rendement du Canada, de l'Italie, belle histoire, celle du Venezuela. Évidemment, on a parlé de la passion et de l'émotion des équipes et des partisans que vous embarquez. On peut parler de Marc Desrosans, le gérant des Américains. On y reviendra dans quelques instants. Le fait que le tournoi soit présenté en mars, vous pouvez y aller aussi de vos commentaires. Et pour ce faire, vous allez sur notre page Facebook, facebook.com/compte complet balado. Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball. Alain, c'est le moment de souligner notre partenaire principal plan de match. 2 adresses pour vous, une à Boucherville, l'autre à Jonquière. On le sait, la saison commence. C'est le temps de s'équiper là, plus que jamais. Alors, allez faire un tour à Plan de Match. Allez visiter leur boutique en ligne et boutiqueplandematch.com. Et évidemment, vous allez avoir tout ce que vous avez besoin pour la belle saison. Également, à Boucherville, cage de frappeurs, cours privé, donc tout est là. On les remercie évidemment de leur support. Bon, sujet fort intéressant à notre chronique Point de contact avec Jean-Michel que l'on salue. Jean-Michel, moi, à une certaine époque, j'utilisais des lance-balles, c'était 2 roulettes, on mettait la balle là-dedans, ça partait, on essayait de frapper, on ajustait un petit peu la vitesse, c'était à peu près ça. Ouais. Mais là, on s'en va ailleurs, je pense, hein? Absolument. Là, les choses ont beaucoup changé, Marc, depuis ton temps. Je veux pas te vieillir en disant ça. J'assume Mais totalement. on est chanceux, on a une compagnie qui est basée en Ontario qui s'appelle Traject, qui a développé un lance-balles pour l'élite. Leur produit phare s'appelle Traject Arc. Okay? C'est un lance-balles robotisé avec vidéo qui est utilisé pour reproduire exactement la trajectoire, la vitesse et l'effet des lanceurs, là, ce qu'on appelle le spin rate de ce côté-là. Moi, quand on a lancé cette chronique-là, j'ai un ancien collègue, David Alexandre, qui m'a contacté parce qu'il travaille maintenant. Fait qu'il était comme, faut absolument que vous parliez de ça. Moi, je savais que cette technologie-là existait, mais je ne savais pas que c'était une compagnie canadienne, encore moins que j'avais un bon contact dans cette compagnie-là. Fait qu'on a une couple de petites informations à vous parler. Mais juste avant de parler pour qui est ce produit-là spécifiquement, je vais juste vous expliquer comment que la machine, elle fonctionne. Elle est au niveau... la machine est positionnée sur des rails, puis elle bouge de gauche à droite, monte et descend. Elle permet de répliquer l'angle des gauchers et des droitiers. Puis la vidéo est projetée par un projecteur au sol sur des panneaux en polyéthylène haute densité. Fait que dans le fond, on est capable vraiment de projeter l'image du lanceur qu'on affronte en ce moment. Fait que c'est vraiment une simulation complète et totale. On a la vitesse, l'effet, mais on a aussi on voit la motion. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qui est très intéressant. Fait que ça, Marc, est-ce que tu avais ça? Non, ben écoute, non, juste déjà, quand tu parlais là, de bouger, puis tu as tellement raison de bouger la machine, tu sais, de gauche à droite, parce que, n'oubliez pas que la plaque du lanceur, là, c'est 18 pouces. Donc, il y a des lanceurs qui se tiennent à l'extrémité droite qui sont gauchers. Ou, je veux dire, à l'extrémité, par exemple, vers le premier but, là, pour être plus précis, là, vers le premier but, qui sont gauchers. Fait que tu t'imagines à quel point tu as l'impression que le gaucher va te lancer. Si t'es frappeur gaucher, tu as l'impression qu'il va te lancer sur toi, là. Alors que tu as les droitiers qui vont se tenir aussi à une autre extrémité. Donc, c'est important là, que l'angle, c'est pas juste en plein centre là, qu'il faut se placer la machine. Fait que juste ça, c'est incroyable. Mais en plus que la vidéo permet pratiquement de voir le lanceur que tu vas affronter le soir même, là, ou des choses de même, c'est extraordinaire. Non, absolument. Puis, tu sais, ce produit-là, on ne sera pas surpris. C'est un produit qui est bâti pour les équipes du baseball majeur.
Il y en a plusieurs qui en ont plusieurs à différents niveaux. Ils en ont vendu en Corée, en Chine, au Japon. Puis là, le marché en expansion pour eux en ce moment, c'est vraiment la NCAA. Il y a certaines équipes de la NCAA qui en ont déjà, qui s'en servent comme un avantage compétitif pour attirer les meilleurs jeunes. Là. Wake Forest avait été un des premiers collèges à avoir ça. Rappelons-nous que c'est quand même eux qui ont développé là, Nick Kurtz. Ils ont beaucoup de bons lanceurs qui ont développé dans les dernières années, mais notamment Nick Kurtz. T'sais, l'objectif avec ce produit-là, c'est vraiment le développement en premier. Tu sais, souvent, on dit dans la vie, il y a des manières, des approches pour développer les moins bons à devenir bons. Mais là, on parle vraiment d'une technologie qui est prête pour développer l'élite. Donc, c'est prendre les très bons pour les amener à être encore meilleurs à ce moment-là. Donc, c'est plus facile à apprendre, à lire les balles à effet, à s'adapter aux trajectoires. Et si tu le permets, Jean-Michel, là, c'est que, tu sais, au fil des années, les lanceurs, ils prennent une balle, tu sais, ils ont toutes des mains différentes, ils vont bouger la balle, ils prennent la couture, je veux dire, ils travaillent sur des effets pas possibles. On a des nouveaux lancers, t'as l'impression, chaque année. Les frappeurs, eux autres, ils ont un bâton, ils ont un casque, puis ils essaient d'avoir une bonne vue, puis ils essaient de, tu comprends? Alors que là, je trouve que la technique s'est développée comme frappeur, mais c'est une des premières fois, je trouve, que les frappeurs peuvent, tu sais, aller chercher, je dirais pas un avantage, mais aller chercher, certes, là, de l'information qu'on n'avait pas avant. Non, Et je vais te dire, puis, tu sais, pour être un sport qui est répétitif, là, c'est de voir la fameuse, tu sais, la fameuse balle, je sais pas, le changement de vitesse de Tarek Skubal, là. Tu sais, à force de la voir, là, tu vas finir peut-être, là, par, tu sais, faire un bon contact. Fait que je trouve que, moi, je te dirais, là, enfin une machine comme ça, existe. En fait, elle existe depuis tu sais, un très court laps de temps, là, mais ça peut vraiment faire une différence. Oui, ben absolument. Puis c'est sûr que ça change la pratique de pré-match dans la mesure où quand on sait quel lanceur on va avancer, c'est quoi la liste des releveurs qui devraient... bon, les releveurs, on le sait, des fois, il y en a qui aiment ça venir plus souvent, mais on est quand même capable de prévoir ça devrait être à peu près qui va être disponible pour le match. Ben, c'est sûr que pour les frappeurs, ça change énormément de pouvoir voir 50-100 balles d'un lanceur avant un match pour pouvoir se pratiquer. Puis, il y a même certains joueurs, là, ça nous ramène un peu à l'époque là, des David Justice qui allaient, pendant que l'équipe est en offensive, s'en aller quand même frapper quelques balles au lieu de rester avec ses collègues. Il y a une anecdote qui m'a été contée par rapport à Traject qui est très intéressant. Dans les séries, Addison Barger, qui allait affronter Anthony Benda et qui a fait un grand chelem, est allé affronter Anthony Benda sur la machine juste avant. Je veux pas dire que ça va révolutionner quelque chose, mais à un moment donné, je serais pas surpris qu'on commence à voir des joueurs quitter l'abri, aller prendre un bon petit BP là, pour utiliser l'expression anglaise. C'est sûr que ça change la game. Ouais. Il y a des équipes qui les amènent à proximité un petit peu. C'est sûr que, comme tu disais tout à l'heure, ça donne un bon avantage compétitif, c'est sûr et certain pour les frappeurs, enfin. Parce que souvent, les frappeurs avaient accès à des cages, mais tu sais, c'était souvent sur un tee. C'était souvent, tu sais, je veux dire, t'es lancé pour t'échauffer. Là, on va aller vraiment s'élancer pour se préparer à affronter un gars. Fait que ça, c'est extraordinaire. Puis peut-être que ça m'amène au fait où on n'avait peut-être pas la machine pour Trey Savage du côté des Dodgers l'année passée. Lui qui part de très, très haut, là, qui est un des plus hauts d'ailleurs. Alors, c'est pour ça aussi que dans le front-là, on avait de la misère à être touché du côté des Dodgers. Ça pourrait être une autre histoire cette année lorsqu'on aura on essaiera les tirs de Savage dans la machine. On va pouvoir au moins avoir une meilleure idée du mouvement de sa balle front. Alain, tu avais quelque chose à dire? Ben, moi, dans le fond, c'est évidemment les dessous de la conception de ce nouvel appareil. Ça m'intrigue un peu parce que, Marc, ça doit faire une dizaine d'années qu'on en parle, qu'il y a des universités américaines de haut niveau, là, on va s'entendre, là,
qu'il y avait déjà un simulateur, mais la balle ne sortait pas. Ce qu'on voyait, c'est un écran en 3 dimensions et les frappeurs pouvaient vraiment voir les lanceurs qu'on allait affronter. Regarde, c'était sous forme probablement, là, Marc, tu vas savoir de quoi je parle, de rideau vert. Oui, mais Alain, la seule différence, c'est que la balle sortait toujours du même trou. Oui, ben en fait, la balle ne sortait pas. C'était en 3 dimensions. La balle ne venait. Il n'y a pas de balle qui arrivait. On voyait le lanceur, on voyait ce qui s'en venait. C'était ça qu'on avait au tout début si tu veux, de cette nouvelle technologie. C'est juste de la vision, autrement dit. Là. Il n'y avait pas d'élan là-dedans. Okay. Tu pouvais t'élancer, sauf que il n'y avait pas de balle qui s'en venait. On avait vraiment un écran à 3 dimensions. Donc, la balle, tu la voyais, tu voyais comment la balle sortait, tu voyais ce qui s'en venait. Là, par contre, de voir la balle qui arrive à un point précis avec l'élan, écoute, chaque invention vient d'une autre, puis j'ai l'impression qu'on pousse encore plus loin la technologie pour permettre justement aux frappeurs. Puis ça va peut-être servir aux lanceurs aussi, des lanceurs qui se font cogner sur certains lancers. Il y a quelque chose que je fais qui donne un signe aux frappeurs. Là. Ça peut aller ces deux côtés. Là. Oui, définitivement, Alain, c'est sûr que de ce côté-là, la technologie va quand même très rapidement. Mais des fois, il y a des petites nuances au niveau technologique. On m'a expliqué que les balles qui partaient vraiment bas sont difficiles à répliquer sur la machine actuellement. Fait que c'est sûr que les lanceurs qui ont des motions peut-être très particulières, tu donnais l'exemple de Yes Savage, ou même des lanceurs on a peut-être juste moins de data aussi sur eux, parce que c'était quand même assez surprenant dans les séries l'année passée à quel point il y a des jeunes lanceurs qui jouaient qui venaient on va dire qu'ils étaient quasiment cachés dans le 2A puis dans le 3A, puis qui sont arrivés dans les séries puis qui ont fait une différence aussi. Fait que c'est sûr que si on a moins de data, ben ça complique la chose aussi. Mais ça, je pense que rapidement, on va avoir de la donnée. Je pense qu'on va réussir à ajouter la machine pour des motions qui partent du bas en haut, mais c'est sûr que juste d'avoir une machine comme celle-là où on sait que les lanceurs, parce que c'est effectivement le cas, tu sais, contre les Yankees, Yes Savage et les bonnes performances qu'il y a eu, ben on peut se douter que les Yankees avaient peut-être pas le duel pour faire ça. Est-ce que c'est aussi, sachant les limites de la machine, qu'on pourrait avoir eu une équipe comme les Blue Jays qui ont décidé de signer un lanceur comme Tyler Rogers qui a, là, je veux dire, sa main touche quasiment au sol quand il lance la balle. Est-ce que ça peut avoir un effet aussi? Parce que c'est sûr que on le sait que c'est un petit peu plus difficile à répliquer. On me dit que la machine sert aussi à aider les catchers pour se pratiquer en défensive, s'habituer aussi aux effets des lanceurs, parce que bon, s'ils deviennent meilleurs, ben c'est sûr que les catchers doivent s'ajuster aussi. Puis on m'a avisé aussi qu'il y a certaines équipes, quand un joueur est prêt à revenir au jeu, mais qu'on préfère peut-être le garder proche de l'alignement au lieu de le renvoyer dans les mineurs, ben on lui fait faire beaucoup de pratiques au bâton sur cette machine-là. Ça aurait été le cas l'année passée avec Giancarlo Stanton. Je sais pas si cette année ça va être encore malheureusement en place pour lui, mais chose certaine, c'est sûr que c'est une chose qui peut être quand même assez intéressante. Oui, mais tu as raison de mentionner. Puis Alain aussi, au niveau des lanceurs, mais au niveau des receveurs. Donc, c'est vraiment une machine qui est très complète à ce niveau-là. Parce que, tu sais, on parle rarement des receveurs, mais attraper des balles qui bougent de cette façon-là, dans le baseball moderne, des balles rapides tombantes, Alain, à 98, 99, faut que tu l'attrapes, il faut que tu l'attrapes comme il faut. Puis, même s'il y a la zone de prise électronique aujourd'hui, on a vu dans la classique mondiale, il n'y en avait pas de zone de prise électronique, là, mais un bon receveur qui cadre bien les tirs, là, je veux dire, c'est tellement important, c'était souvent très, très négligé. Alors vraiment, c'est pas juste pour les frappeurs, cette machine-là. Non, puis Marc, pour les receveurs, comme tu dis, il y a de limites au nombre de tirs qu'un lanceur peut effectuer. Donc, si le receveur veut se familiariser avec les tirs, regarde, c'est un excellent outil là, pour justement
pour toute l'équipe, en fait, on a parlé des frappeurs, en fait, c'est l'instructeur des lanceurs, c'en est un autre qui peut s'en servir. On va aller où la prochaine fois? Je l'ignore, là, mais je trouve que c'est une avancée technologique là, qui, effectivement, dont les équipes ne peuvent pas se passer. Je pense au fur et à mesure qu'on avance, les équipes se rendent compte là, que la technologie fait partie intégrante. La prochaine étape, j'ai l'impression, Marc, ça va être des scientifiques qui, je pense, c'est déjà commencé chez les Red Sox de Boston, entre autres, les physiciens qui vont se mêler comment développer la vitesse du bâton avec tout le corps, avec l'aide de tout le corps, des physiciens avec des kinésiologistes. Là. J'ai l'impression que ça pourrait faire un bon mélange ça, sur la technique des frappeurs. Marc, toi qui évolues comme entraîneur, tu as vu l'évolution depuis 30 ans, puis je pense que ça va changer encore. Ben, écoute, je vais juste raconter rapidement une petite anecdote. Lorsque j'étais joueur, là, fait que ça fait un petit bout, là. Je me souviens dans le cadre de la saison en Arizona durant l'automne, à un moment donné, on m'avait placardé d'un paquet excusez l'expression, mais de sensors, là, puis on avait vraiment évalué mon élan, à savoir justement, est-ce que je me sers suffisamment de mes jambes, tout ça, puis là, on parle d'il y a 30 ans, là. Fait que j'imagine qu'aujourd'hui, ça va être pas mal plus précis. Ouais. Puis faire comprendre aussi pourquoi qu'il y a des frappeurs. Pourquoi qu'il y a des frappeurs qui ont un physique, exemple, de 6 pieds 2, 200 livres, qui vont frapper une balle à 100 000 à l'heure, mais qui va voyager, par exemple, à 380 pieds. Il y a des frappeurs de, je sais pas moi, 5 et 10, 175 livres, qui vont frapper une balle à 100 000 à l'heure, mais qui va voyager 425. Ça arrive, ça arrive. Puis là, il faut comprendre pourquoi. Puis là, les gens disent, c'est des poignets plus durs. Bon, peut-être, ça fait du sens, mais là, il va falloir que quelqu'un, il va falloir que la science nous le dise. Oui, non, absolument. Puis en terminant, messieurs, avec la machine de Traject, on peut se demander pourquoi on n'en voit pas un peu plus dans les centres d'entraînement de baseball. Ben, la réponse est assez simple, c'est que les coûts sont quand même assez élevés. On parle d'environ 15 000 US par mois pour utiliser la plateforme. Là, on parle que c'est sur des ententes de 3 ans. Il n'y en a pas actuellement au Québec. Il y a quelques académies de développement de frappeurs élites qui utilisent cette technologie-là, mais c'est quand même assez modéré. Là. Si on fait un petit calcul rapide, là, 15 000 $ par mois, si on le divise par 30, ça nous fait à peu près 6 000 $ par jour. Si on dit que la machine est ouverte à peu près pendant une dizaine d'heures, ben ça fait 600 $ de l'heure. C'est pas pour toutes les poches, là, disons-le comme ça. Donc, c'est probablement que le temps va faire qu'on va pouvoir en voir des similaires pour pouvoir s'entraîner, mais il va falloir attendre encore un petit peu, malheureusement, messieurs. Oui, Jean-Michel, écoute, très intéressant. Ce que je peux dire par rapport au coût, comme toute invention, le prix va baisser à un moment donné lorsque ce sera plus disponible, je pense, pour à peu près tout le monde. Là, on commence au plus haut niveau. Éventuellement, je pense que ça va être effectivement à la portée de pas mal plus d'organisations que ce l'est actuellement. Jean-Michel Arsenault, merci beaucoup pour cette chronique. Ça a été fort enrichissant de voir jusqu'à quel point la technologie ne cesse d'évoluer dans le monde du baseball. Merci beaucoup. Merci, messieurs. C'est le moment de la carte de la semaine, une présentation de card-d'uniondepot.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives, plus de 60 000 articles disponibles sur eBay et une cote parfaite de satisfaction à 100%. Notre carte aujourd'hui, on va parler un peu de football. Tom Brady, choix de 18e ronde des Expos de Montréal en 1995 de la série Bowman Chrome Draft 2023, la carte numéro 95. B, c'est un choix de Alex Martel-Levac, qui est stagiaire en marketing chez Sylvain Autoville et qui va contribuer à la production du balado au cours des prochaines semaines. La carte de Brady fait partie d'un ensemble de 200 cartes. On aperçoit évidemment l'ancien quart vedette, principalement des Patriots, aussi des Buccaneers de Tampa Bay. Oui, les Expos l'avaient repêché en 95. Il s'agit d'un montage. On avait placé évidemment le visage de Tom Brady sur le corps de qui? Darren Fletcher, semble-t-il. Et on lui a collé le numéro 12. Ça m'amène, Marc, à une petite question. Qui a été le dernier Expo à porter le numéro 12? Si tu trouves la réponse, je te lève mon chapeau. Il y en a 2 qui ont porté le 12 au cours de la dernière année. OK. J'avais Will Cordero, là, qui l'a porté peut-être un peu plus longtemps. Exact. C'est un des 2 qui l'ont porté pendant une longue période. Je donnerai l'autre tantôt.
Donc, il y en a deux. C'est deux joueurs d'utilité qui ne l'ont porté que la dernière année. Le vétéran Andy Fox, OK. qui l'avait porté, et le tout dernier a eu une carrière par la suite avec les Twins du Minnesota comme super joueur d'utilité, un peu comme Jeff Jamie Brown. Carroll. Non, c'est pas Jamie Carroll. Non. C'est une bonne réponse, mais c'est pas Jamie Carroll. Brandon Harris, Ah oui. qui avait été acquis en cours de saison des Cubs de Chicago dans cette transaction à 4 équipes. Orlando Cabrera qui avait quitté. On avait reçu Alex Gonzalez en retour chez les Expos pour terminer la saison. Et parmi les numéros 12 les plus, je dirais, les plus connus, il y a eu Will Cordero. Et l'autre, c'était un héros des premières heures des Expos qui a été rendu célèbre par Claude Bouton. John Pocapella, numéro 12. Et quant à Tom Brady, ben, visiblement, il a fait de bons choix en jouer au football. Lui qui était originaire de la Californie. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le côtoyer, c'était avec les Expos au moment où on l'a même amené avec les Expos pour un exercice au bâton. Ouais, mais tu sais, dans le temps, Tom Brady, c'était. Son était père, rien. Tom Brady, n'était pas connu, Ouais. là, je veux dire. Non, Alors, pas connu, tu sais, on en a vu des Ouais. jeunes venir frapper, Ouais. venir serrer des mains, venir lancer dans l'enclos, mais tu sais, je regarde la carte, là, on a pris le corps de Fletcher, puis mais même son visage, là, il est méconnaissable, là, tu sais, fait que... Mais Ouais. effectivement, c'est la seule organisation avec elle, il a été associé au baseball, évidemment, ouais. Tom Brady. Oui, et c'est pas le seul joueur que les Expos ont repêché qui finalement s'est tourné ailleurs. Je pense le nom principal. C'est pas qu'il a joué un autre sport, mais les Expos l'ont repêché des écoles secondaires. On lui a offert 6 000 $. Plus tard, c'était un choix de première ronde des Aces d'Oakland, Mark McGwire. Est-ce qu'on aurait pu amener McGwire à Montréal? Regarde, si on s'était donné la peine, peut-être, on ne sait jamais, mais McGwire, par la suite, ben, qui a fait son nom, évidemment, avec les Aces d'Oakland et les Cards de Saint-Louis. Les jeunes qui sont à l'écoute, c'est une invitation que je vous lance. Pourquoi pas combiner lecture et baseball avec les œuvres et les livres de notre ami Bob McDuff. Vous allez sur le site internet www.baseballbob.ca. Il y a quelques œuvres, il y en a 5 au total. La plus récente, Baseball Bob et La Grande Évasion. Un excellent moyen de vous divertir et de faire aller votre imagination. Notre profil de la semaine, Vinny Pasquantino, le capitaine de l'équipe italienne, une révélation cette équipe italienne cette année, composée, disons-le, de joueurs américano-italiens ou italo-américains, dépendant de la façon dont vous voulez le voir. Je pense pas que ça parle beaucoup italien, même si je pense que globalement, puis ça se voit, ça se sent, on est très fiers de notre héritage chez les joueurs qui participent à cette classique. Dans le cas de Pasquantino, Marc, c'est un choix de 11e ronde en 2019. C'est pas parce qu'il arrivait des écoles secondaires, lui. L'université Old Dominion, ça c'est en Virginie, Norfolk. C'est un endroit, Marc, il y a beaucoup d'institutions, d'universités et de collèges de haut niveau au baseball. C'est peut-être le coin où il y en a le plus concentré dans l'Est américain. Je sais qu'il y en a beaucoup en Californie, mais dans l'Est américain, là, le nord de la Virginie, la Caroline du Nord, il y a beaucoup d'institutions de haut niveau. L'Université de la Caroline du Nord qui a remporté quelques titres. Old Dominion fait partie de ce groupe. Donc, Pasquantino, pourquoi a-t-il été repêché aussi tard? Première des choses, il n'était pas issu des écoles secondaires. Il n'y avait pas d'argument de négociation. Bon, je vais finir par le dire. L'autre, c'est sa position. Marc, si tu as des qualités athlétiques, tu cours bien, puis tu sais, arrêt court, deuxième but, chansante. Lui, c'est un joueur de premier but. Pas reconnu pour sa défense, mais quand il est arrivé dans le baseball mineur, il a tout dominé. Même après avoir raté la saison 2020, son MPP dans le baseball mineur, Marc, a été au-dessus de 900. Et lui a profité, tu te rappelles, de la visite des Royals à Toronto à un moment donné. Il y avait eu, dans cette foulée-là, il s'est amené avec les Royals. On ne l'a jamais retourné par la suite. Il est devenu un rouage essentiel des Royals. Depuis 2 ans, le meilleur producteur de points de l'équipe. C'est une très, très belle histoire pour un choix de 11e ronde. Oui, et belle personnalité aussi. Là. C'est un gars fort sympathique là, qui. Tu sais, c'est un bon physique là, sur le terrain. Là, puis je trouve qu'il représente bien un peu l'Italie, justement, là, dans la classique mondiale. Ben oui. Moi, écoute, je l'ai pris dans mon pot il y a 2 ans. Je trouvais que ça avait été un bon choix finalement. Mais non, c'est vraiment non, c'est un gars qu'on apprend, je pense,
à apprécier davantage le rôle qu'il a. Tu sais, tu parles de producteur de points, ce qui n'est pas toujours facile, Alain. Là. Quand tu fais 3 et 4, là, tu sais que tu n'auras pas les meilleurs lancers. Mais comme j'ai mentionné, il représente bien l'Italie. L'Italie qui semble être une équipe, Alain, très, très tissée, serrée. On a le cappuccino, on a le vin après le match. Tu sais que Cervelli, deux choses dans le cas rapidement là, pour l'Italie. Tu sais que Cervelli, il est moitié italien et moitié vénézuélien. Ben oui. Il va gérer l'Italie, mais en tout cas, c'est assez spécial. Et il a exigé que les joueurs arrivent habillés comme une carte de mode. Les joueurs ont vraiment apprécié. Les gars arrivent, là, puis tu sais qu'on comprend qu'il y a probablement qu'il y a des tailleurs italiens qui sont quand même assez réputés. Fait que les gars arrivent, puis ça a marché. Les gars ont embarqué. Tu sais, je parlais des cappuccinos sur le banc. Moi, c'est ça, je trouve que le baseball, on avait besoin de ça. C'est sérieux lorsqu'on joue, Alain, mais je dis pas que c'est pas sérieux lorsqu'on joue pas, mais il faut que l'esprit d'équipe, je trouve que l'Italie a compris ces choses-là, puis ça a fonctionné, puis écoute, on va voir ce que ça va donner pour le RS. Mais juste d'être qualifié dans le carré d'as, je trouve ça extraordinaire. Et Pasquantino, je trouve, à l'image parfaite là, de représenter une équipe comme ça. Effectivement, et c'est ça que je disais, Marc, vraiment, cette culture du baseball, on la voit, tu sais, regarde, les Italiens, je pense qu'on s'est reconnus, gardent pas leurs émotions à l'intérieur, eux autres, donc c'est un peu la même chose, les latino-américains dans l'ensemble. C'est une belle histoire, celle des Italiens menés par leur capitaine Vinny Pasquantino. On va parler des camps d'entraînement, celui particulièrement des Blue Jays de Toronto. Marc, Kevin Gausman va commencer le match. C'est la première fois qu'il le fera avec les Blue Jays de Toronto. Écoute, on parle des acquisitions là, de joueurs autonomes, tu sais, des gros noms. Celle de Gausman avec les Blue Jays, là, on ne s'est pas trompé trop tôt. Quand on l'a mis sous contrat, c'est un gars qui va être là aux 5 jours. Il n'a pas raté de départ depuis qu'il est arrivé avec les Blue Jays. Sa balle rapide est encore bonne. Sa balle fronde est encore capable de déjouer bien du monde. Ouais, petit, on dit souvent, là, il y a des contrats qui vieillissent mal, mais il y a des bons investissements aussi. Hein? Dans le cas de Gausman, il n'y a aucun doute. Donc, va commencer le premier match, le match d'ouverture pour les Blue Jays de Toronto. Tu sais, certains disent, ouais, mais là, on vient de signer à gros prix Dylan Cease. Non, moi, je pense que ça revenait à Gausman, qui est là depuis un certain temps. Évidemment, tu l'as mentionné, ce fameux contrat-là. Il en a donné suffisamment. Il est en forme. Un bon choix. Puis, le choix du premier lanceur, c'est pas juste c'est qui mon meilleur. Tu sais, il y a toutes sortes de décisions qui doivent être prises ou d'informations, en fait, qui doivent être tu sais, qu'on doit compiler, là, si tu veux, pour prendre cette décision-là, parce que, tu sais, t'as l'aspect vétéran, t'as l'aspect, il représente qui, qu'est-ce qu'il a fait, bon, un paquet de choses. Alors, c'était le choix logique. Oui, absolument d'accord avec toi là-dessus. Dans l'ensemble, tu qualifies le camp des Blue Jays de quelle façon? Il y a eu des belles surprises. Scherzer lance bien. Lui, comment est-ce qu'on va l'utiliser? Est-ce que... Écoute, logiquement, tu espaces ses départs. Question de l'avoir le plus longtemps possible. Moi, je dis, si on a 20-25 départs de part de Scherzer, ça va être excellent. Tu qualifies le camp d'entraînement de quelle façon? Ouais, écoute, deux sorties de Scherzer qui a été meilleures de tout ce qu'on a vu l'année passée. Alors, ça, je trouve ça quand même rafraîchissant. Mais évidemment, faut contrôler, tu l'as dit. Et par contre, Alain, je regarde Yacevic, s'il commence la saison, on parle de 3-4 manches au départ, là, par départ. Tu regardes, Bieber commencera pas l'année, même si ça va de mieux en mieux. Fait que déjà, là, tu perds, tu sais, t'as peut-être pas toutes les manches que tu voulais. Cody Ponce, c'est sûr qu'il va être là, mais bon, ça va commencer comment son affaire? Fait que moi, je trouve que la roue de secours est là. Tu sais, c'est sûr qu'Eric Lauer va toujours être efficace. On va lui demander tantôt d'être partant, tantôt d'être en relève. Bon, mais j'aime le fait que Scherzer va bien. Puis, tu sais, faut pas non plus minimiser son apport dans le vestiaire à ce niveau-là. Si on regarde en attaque, j'aime beaucoup ce que je vois de Varsho. Tu sais, qui est très bon en défense, mais Alain, il frappe des balles au champ opposé qu'on voyait pas avant. Il en a frappé des balles au champ opposé, là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une approche sans vouloir s'ajuster, là.
éviter ou éliminer un peu Ouais. plus de retrait sur des prises pour essayer d'aller, surtout à 2 prises, là, il semble avoir une approche un peu plus vers le centre du terrain, là, ce qui fait en sorte que là, soudainement, il y a des balles dans l'allée de gauche. Alors, si c'est le cas, mine de rien, il devient joueur autonome à la fin de la saison. Donc, c'est important Ouais. pour lui de connaître une bonne saison à ce niveau-là. Et ma question, Alain, est-ce qu'il y en a un qui s'est vraiment démarqué entre Jiménez et Jesus Sanchez? Est-ce que, on regarde, on pense que Nathan Locus, qui a un bon camp, soit du temps passant, là, moi, j'aime ce que je vois de lui, là, mais Ouais. est-ce que les deux autres en ont fait suffisamment pour tasser Nathan Locus? Jiménez a un bon camp. Regarde, Jiménez, là, c'est un frappeur des majeurs. Il est en santé, il peut aider l'équipe. Sanchez, c'est décevant. Beaucoup de retraits sur des prises pour peu de production. Ça, c'est clair. Il y a quelqu'un qu'il faut qu'il prenne la place de Loper-Fido. Tu parles de Lucas. Est-ce que ça peut être Lucas, finalement? Parce que, Loper-Fido, je ne sais pas quel rôle qu'on s'attendait. Peut-être Loper-Fido pouvait remplacer Lucas. Mais je te dirais que Eloy Jiménez, regarde, comme roue de secours, là, si jamais ça va mal à quelque En tout cas, part. moi, mon style puis je regarde les Blue Jays dans la façon dont ils ont gagné l'année passée. J'aime mieux mettre un Nathan Locus. Puis là, évidemment, il y a les frappeurs gauchers, droitiers là-dedans, là, mais j'aime mieux voir un Nathan Locus qu'un Eloy Jiménez. Comme régulier, là, je parle. Mais Jiménez a très, très, très bien commencé. Ça ralentit un peu, puis c'était normal. Il ne peut pas maintenir ce rythme-là. Mais je suis d'accord avec toi, Jesus Sanchez. On lui offrait quand même une belle possibilité là, de se faire valoir. Puis c'était difficile jusqu'à maintenant. Oui, puis dans le fond, dans le cas de Jiménez, c'est peut-être pas Nathan Locus qui est le joueur qui pourrait être en danger. C'est plus Davis Schneider qui n'a pas un très bon camp d'entraînement. Oui, sauter ses buts sur balle, mais c'est parce que c'est deux frappeurs droitiers. Tu comprends? Et moi, si j'étais Davis Schneider, là, je serais nerveux un peu, je te dirais, là, à peu près une semaine du début de la saison régulière. Marc, André Dawson, là, ça a fait jaser, puis je pense qu'on n'a pas le choix d'en parler, puis tu me permettras de faire un peu d'historique de ce qu'il y a derrière la décision d'André Dawson. André Dawson est été repêché par les Expos, on le sait. Sa progression a été fulgurante. Là où ça a commencé, Marc, le schisme entre André Dawson et les Expos, c'est quand il a signé son premier contrat. Quand il a signé son premier contrat, Marc, c'était en 80, et ça faisait d'André Dawson un des joueurs les plus rémunérés du baseball majeur. Le plafond était à peu près d'1 million. Tu sais, ceux qui gagnaient 1 million, là, tu avais Nolan Ryan, Rod Carew, Mike Schmidt s'approchait de ça. Pete Rose n'avait pas 1 million, mais il n'était pas loin. Puis André Dawson a eu un contrat qui s'approchait à peu près de Pete Rose, 800 000 par année. On est quand même dans l'élite, tu comprends? Là, ce qui est arrivé, il y a eu le contrat de Dave Winfield. Et là, on est passé, là, le salaire maximum de 1 à 2 millions. Okay? George Steinbrenner s'est aperçu après, en raison de clauses inflationnistes, puis tu te rappelles, Marc, dans les années 80, l'inflation était assez élevée, avec les taux d'intérêt qui étaient au plafond. Ça a donné un 2 millions, et Steinbrenner, d'ailleurs, s'est fait avoir. Et c'est pour ça qu'il a tenté de salir Dave Winfield. Tu te rappelles, il était suspendu en raison de ça. Là. Il ne l'a pas pris de se faire avoir par quelqu'un d'autre. Il a essayé de salir injustement, il était suspendu. Donc, quand Gary Carter, lui, a négocié son contrat, c'était plus 1 million qui était tu comprends, qui était le salaire à atteindre, c'était 2. Donc, les Expos lui ont consenti un contrat à long terme de 1,5 million. Dawson n'a jamais accepté que les Expos refusent de renégocier son contrat, alors que, et j'ai la citation, quand Dawson a signé ce contrat, avait dit « Je ne demanderai jamais de renégocier le contrat ». Sauf que le marché a complètement changé avec ce contrat de Dave Winfield. Rapidement après. L'année suivante, ça a augmenté. S'il y a quelqu'un à blâmer, c'est George Steinbrenner, dans le fond. Et Dawson, en fait, il a toujours considéré que les Expos accordaient un traitement de faveur à Gary Carter. Et ça, Dawson ne l'a jamais accepté. Et quand il a quitté les Expos, certains diront qu'il n'a pas reçu d'offre des Expos, sinon une offre dérisoire. Rappelle-toi, c'était les années de la collusion. André Dawson voulait quitter Montréal. Puis on peut le comprendre, là, jouer sur le tapis synthétique pour ses genoux, là, c'était devenu invivable pour lui. Et ce sont des Cubs, finalement, à qui ils ont fait signer son contrat. Est-ce qu'il devrait porter la casquette des Cubs ou celle des Expos? Je vais juste te dire une chose, Marc. Tu regardes la tenue d'André Dawson, les chiffres peuvent sembler bien, bien beaux avec les Cubs, là. Mais quand tu es avec les Cubs, ses meilleures années, c'est dans des années
où les frappeurs avaient le dessus. L'année 87, là, c'était une année de frappeurs. Et en plus, tu regardes le WAR, là, c'est même pas proche de ce qu'il a fait avec les Expos, ce qu'il a fait avec les Cubs. Tu comprends, là? Son WAR avec les Expos, là, c'était 6,5 et plus pendant 4 années consécutives. Il n'a jamais dépassé 5 avec les Cubs. Avec qui il devrait être identifié? Les Cubs ont beaucoup aimé, avec raison. Mais c'est avec les Expos qu'il a connu ses meilleures saisons, puis c'est même pas proche. Donc, je trouve ça dommage. Ceci dit, je peux comprendre André Dawson, d'avoir une crotte sur le cœur. Est-ce qu'il devrait passer à d'autres choses? Probablement. Mais je veux juste mettre en perspective ce qu'il y a derrière la décision d'André Dawson de demander qu'on retire la casquette des Expos. Oui, puis tu sais, Alain, à l'époque, évidemment, c'est le Temple de la Renommée qui choisissait, puis je pense qu'ils étaient quand même assez solides dans leurs décisions. Ils faisaient leur devoir, vraiment dit, là, puis c'était évident que Dawson était un expo là, qui avait réalisé pas mal ses exploits avec l'équipe montréalaise. Écoute, ça fait quelques années qu'il le demande, là. Ça fait quelques années là, que le Temple de Renommée travaille sur ce dossier-là. Là, on a finalement plié à force d'avoir, j'imagine, un peu de pression de la part de Dawson, mais moi, là, j'ai grandi avec Dawson Carter-Rains. Oui, t'étais un voltigeur en plus. Puis, je suis devenu un voltigeur de centre. Bon, je me souviens lorsque je me faisais courtiser, entre guillemets, là, par quelques équipes, puis je prenais des lancers du champ extérieur, puis on me disait, t'as le même bras que Dawson au même âge. Tu sais, Dawson, évidemment, elle est devenue après ça avec bon. Je me fais juste être dans la même phrase qu'André Dawson, tu comprendras que pour moi, c'était quelque chose. Fait que c'est sûr que comme partisan des Expos, mais surtout fan d'André Dawson, moi, ça vient me chercher un peu. Tu comprends? Là, je suis extrêmement déçu. Il a ses raisons. Regarde, puis c'est lui qui vit ça. Je vais respecter ça. Mais j'ai le droit d'être très, très, très déçu. Moi, on a quand même cette fierté-là d'avoir autant de joueurs au Temple de la Renommée. Là. Gary Carter, puis Rains, puis Dawson, puis même si Vlad Guerrero puis Walker n'ont pas la casquette des Expos, on sait qu'ils se sont développés à l'intérieur de l'organisation. Donc, mais là, c'est ça. Le fait que Dawson est passé ailleurs aussi tard dans sa vie, faut-il le dire, c'est ça. C'est très décevant. T'sais, pas au point où je vois le bouder, là. Je sais qu'il y a des gens qui sont très, très frustrés. Mais c'est ça. On a notre fierté quand même là, au Québec avec les Expos. Puis je trouve que c'est un geste qui vient un peu nous faire mal. Déjà qu'on a perdu notre équipe, là, je trouve ça dur. Oui, effectivement. Donc, mais comme je le mentionnais, il y avait André Dawson, là, il a la mémoire longue, puis c'est malheureux pour les partisans des Expos. Tu n'es pas le seul à avoir été déçu par cette décision. On va finir, Marc, pour parler. On va revenir sur la Classique mondiale, mais sur un cas particulier, le gérant des Américains, Mark DeRosa. J'ai lu un texte, Marc, sur un site latino-américain. Merci à mes cours d'espagnol. Dans lequel on reprochait aux Américains de ne pas prendre au sérieux la Classique mondiale et on prenait en exemple justement la façon dont les Américains ont pris quelques décisions. Mark DeRosa particulièrement, lui qui pensait avoir son billet déjà pour la ronde demi-finale, quart de finale, c'est-à-dire alors que rien n'était fait à la veille du match contre l'Italie. Est-ce que c'est un manque de préparation? Est-ce que... franchement, là, regarde, là, on est rendu en finale, là, c'est correct, là. Mais, je ne sais pas, c'est un manque de professionnalisme, à quelque part, là. Puis je pense pas que Mark DeRosa soit le seul à être blâmé. Mais comment ça se fait qu'il n'était pas mieux préparé avant de se présenter devant les médias? Ben, écoute, honnêtement, Alain, c'est inexplicable. Tu sais, je veux dire, il y a un personnel d'entraîneur avec lui. Écoute, l'équipe américaine est entourée de gens, là, je veux dire. Il n'y a personne qui a pensé là, dire après, les gars, là, faut prendre ça au sérieux, là, parce que même si on est 3-0, il faut bon. J'arrive pas à m'expliquer. Dino Ebel, mon ami, là, mon ancien coéquipier Alain, qui est l'instructeur au 3e de l'équipe américaine, je l'ai pas appelé encore parce que je trouve que c'est un sujet délicat, mais tu bien me dire qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que, il y a plusieurs éléments, Alain, qui nous laissent croire que c'est vrai, cette histoire-là. Les joueurs ont fêté pas mal la veille du match. Puis il t'en est pas caché, là, DeRosa, tu sais.
Et dans une entrevue au MLB Network avec ses partenaires, parce qu'on sait qu'ils travaillent là, puis il parlait en jasette, même Matt Vasgersian, qui est quand même un des annonceurs de baseball les plus réputés, là, a jamais suivi une question à dire, lorsqu'il a entendu dire, on a l'expression qu'il a dit, our ticket is punch. On a déjà notre ticket pour alors qu'on ne l'avait pas. C'est comme si personne ne réagissait à ça. Autant même au niveau des médias, sur le coup, on n'a pas réagi là, avec Matt Vasgersian. Fait que c'est bizarre. Je peux pas croire qu'avec tout l'entourage, qu'on n'est pas capable de dire hey, écoutez, les gars. Et là, tu arrives. Puis, bon, dans le cas de la formation qu'ils ont mis face à l'Italie, écoute, c'est pas une mauvaise formation. Il y a Goldschmidt qui était questionnable, mais sinon, je veux dire, c'est toute une formation. Et en passant, par contre, une affaire qu'il faut souligner, c'est que Mark DeRosa a quand même un grand défi. C'est que chacun des joueurs, l'organisation de ce joueur-là dit tu peux pas faire ci avec lui, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ci, puis il faut qu'il y ait tant de présence au monticule, tant de présence au bar. Il faut qu'il gère une base de données là, d'informations qui est quand même assez importante. Ceci étant, tu sais, fait que mais selon moi, il n'y avait pas de gêne avec la formation qu'on avait au départ face à l'Italie. C'était pas comme OK, on peut perdre celle-là, là. Mais c'est surtout la réaction par la suite qui nous a fait croire que, hey, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens cette histoire-là. Donc, je sais pas si les Américains remportent la classique, on va le pardonner, là, mais s'ils ne gagnent pas la classique, c'est quelque chose qui va le suivre. Oui. Non, c'est sûr. C'est sûr. Le choix de Rosa aussi, Marc, c'est quelqu'un, oui, qui est analyste, là, mais est-ce qu'il est impliqué vraiment dans tout ce qui se passe, tu comprends, dans l'entourage du baseball? Prendre quelqu'un déjà affilié à une équipe, ça peut être délicat aussi. Ça, je peux le comprendre. Donc, de prendre quelqu'un de détaché. Moi, son choix, Alain, ça me dérange moins, honnêtement. Là. Et moi, j'aimerais ça en tant qu'analyste qu'on me choisisse. Fait que... Moi, je te perdrais, c'est ça le problème. Mais bon, enfin... Toujours est-il qu'on a du bon baseball quand même. Les Américains sont en finale, donc il n'y a pas eu de conséquences fâcheuses pour l'équipe américaine. Voilà ce qui met un terme à ce balado. Moi, j'en profite pour vous inviter à notre prochain balado la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que nous aurons l'analyse des forces en présence. Il y aura évidemment notre émission à RDS avec Alex Agostino. On va faire le tour de toutes les équipes. Ce qu'il y aura de particulier avec notre balado, c'est que ce sera l'occasion d'y aller de nos prédictions en vue de la saison 2026. L'analyse sera faite principalement à RDS lors de nos deux émissions sur la Ligue nationale et la Ligue américaine. Mais pour nos prédictions, c'est à compte complet que ça va se faire, avec probablement des ajouts là, sur certains points plus précis quant aux analyses des forces en présence. Donc, c'est à ne pas manquer la semaine prochaine dans le cadre de notre balado compte complet. Merci beaucoup d'être des nôtres encore une fois et de faire de compte complet le numéro 1 du baseball francophone. Alain Usereau, Mark Griffin avec vous. Merci à Martin Villeneuve d'abrier tout ça de façon professionnelle. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et bonne finale de la Classique mondiale. Balado compte complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay, fiers partenaires de votre passion.